Bonjour et bienvenue dans Fact Score. Dans cette vidéo, nous allons analyser toutes les affirmations factuelles vérifiables prononcées par Emmanuel Macron dans cette séquence consacrée aux incendies. Nous allons les confronter aux sources disponibles, leur attribuer un verdict, puis calculer le score final. Bon visionnage. Contre ce feu totalement inédit. Et donc notre pays est touché, évidemment ici en Gironde, dans les Landes, dans le Tarn, dans le Var, en Corse, dans plusieurs autres territoires. Le bilan officiel du 27 juillet confirme plusieurs incendies majeurs dans le Var, en Corse, dans les Landes et en Gironde. Dans le Tarn, le feu avait parcouru près de 600 hectares et mobilisé 250 pompiers pendant la nuit. Les territoires cités par Emmanuel Macron étaient donc bien touchés par des incendies importants. L'affirmation est vraie. Dans d'autres territoires, un feu qui prend une nature inédite par son ampleur, 116 000 hectares depuis le début de cette saison de feu. Au moment de cette déclaration, le compte-rendu officiel daté du 27 juillet faisait état de près de 116 000 hectares brûlés depuis le début de la saison. C'est donc vrai. Ce qui est inédit et un record depuis la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, ce n'est pas un record depuis la Seconde Guerre mondiale. Durant l'été 1949, plus de 130 000 hectares de forêt avaient déjà été détruits dans le massif des Landes de Gascogne. Ce bilan dépasse donc les 116 000 hectares annoncés ici. L'affirmation est fausse. Et un feu particulièrement virulent ici en Gironde. Au moment où je vous parle, le feu est fixé, ce qui est une bonne nouvelle dans les Landes. La préfecture des Landes a confirmé le 27 juillet que l'incendie de Biscarrosse était désormais fixé. Sa progression était stoppée et aucun nouveau départ de feu n'était signalé. Cela ne signifiait pas qu'il était éteint, puisque des reprises restaient possibles et que la surveillance se poursuivait, mais Emmanuel Macron décrivait donc correctement la situation. L'affirmation est vraie. Mais on continue de se battre, il a été stabilisé comme on dit, mais il continue d'être virulent. Le 27 juillet, le ministre de l'Intérieur confirme que l'incendie en Gironde est stabilisé mais pas encore fixé. Il n'a pas progressé durant la nuit, les autorités restent toutefois très prudentes car les conditions météorologiques peuvent provoquer de nouvelles reprises. Le feu est donc stabilisé mais le danger reste bien présent. L'affirmation est vraie. Être extrêmement prudent pour les prochaines heures et les prochains jours dans notre département ici de Gironde. Et donc je veux ici redire tout notre soutien évidemment à nos sapeurs-pompiers, à l'ensemble de nos forces de sécurité civile, aux militaires qui sont venus les soutenir, à l'ensemble des soignants, aux forces de gendarmerie, de police qui se sont mobilisées et à toutes les forces vives qui sont venues aider. Soutien entier, nous gagnerons ce combat pour protéger. Durant tous ces derniers jours, le travail qui a été fait a été un travail remarquable pour protéger les populations civiles. Et je veux aussi saluer nos maires qui ont eu parfois beaucoup de populations déplacées, qui ont accueilli d'autres populations. Je les sais aussi extrêmement mobilisés avec beaucoup de bénévoles. Je veux également avoir un mot pour dire le soutien, la solidarité de la nation pour celles et ceux qui sont déplacés, qui depuis plusieurs jours sont sur des lits picots, dans des gymnases, qui vivent, je le sais, dans l'angoisse, dans la peur. On a eu plus de 200 000 personnes qui ont été déplacées. Les données officielles indiquent que les évacuations ont concerné environ 220 000 personnes, notamment des touristes et des habitants. Le terme administratif exact est plutôt « personnes concernées par les évacuations ». Mais le chiffre avancé par Macron reste conforme à l'ordre de grandeur officiel. L'affirmation est vraie. Chez eux. Voilà l'état de la situation et donc une avancée et un feu contenu fixé dans les Landes. Une situation qui est encore très difficile en Gironde. Le maximum des moyens sont mis. On a ici des sapeurs-pompiers de la France entière qui ont été déployés. Le 24 juillet, environ 800 pompiers venus de toute la France étaient déjà mobilisés sur l'incendie en Gironde. 3 jours plus tard, TF1 confirmait encore l'arrivée de renforts venus de toute la France pour renforcer les effectifs sur place. Des sapeurs-pompiers provenant de différentes régions du pays ont donc bien été déployés. L'affirmation est vraie. Qui ont été déployés, une vingtaine de colonnes de feu, des moyens aériens inédits, plus de 1500 militaires qui ont été déployés. Le ministère des Armées a bien confirmé le déploiement de 1500 militaires en soutien aux opérations contre les incendies. Le chiffre donné par Emmanuel Macron correspond donc aux informations officielles disponibles. L'affirmation est vraie. On va continuer. Et puis également des pare-feux qui ont été creusés et qui ont été bâtis dans les derniers jours. En Gironde, plusieurs pare-feux ont bien été construits en urgence pour freiner la progression des flammes. Au Cap Ferré, 4 pare-feux avaient été créés et des pins abattus sur une largeur d'environ 50 mètres. Le préfet de Gironde confirme également des travaux de terrassement autour des sites sensibles pour créer d'autres pare-feux. L'affirmation est donc vraie. Et on continue pour justement casser la route du feu. Et je salue aussi l'ensemble des forestiers et des services qui ont permis de faire cela. Je vais maintenant répondre à vos questions.
Monsieur le Président, il y a eu beaucoup de débats sur les moyens qui ont été mis en œuvre. Est-ce que vous considérez qu'ici, le maximum, vous parlez du maximum de moyens mis en œuvre, est-ce que la totalité des moyens nécessaires ont été mis en œuvre? Plus généralement, face aux évolutions climatiques de ces dernières années, est-ce qu'on n'aurait pas dû anticiper plus tôt et plus de moyens? Et ne faut-il pas, concernant l'avenir, en anticiper plus et plus vite? Écoutez, en 2017, on n'avait pas commandé de Dash, qui sont, vous savez, ces avions qui permettent justement d'agir. En juillet 2017, le gouvernement avait bien annoncé le remplacement des anciens trackers par 6 nouveaux Dash. Mais le Sénat précise que ce choix n'était alors pas encore juridiquement formalisé. L'échéancier officiel situe la commande des 6 appareils en 2018. Et le ministre de l'Intérieur confirme que l'acquisition a été concrétisée en janvier 2018. Aucun nouveau Dash n'avait donc encore été commandé en 2017. L'affirmation est vraie. D'agir depuis 10 ans, on n'avait pas commandé de Canadair depuis 15 ans et d'ailleurs on n'en produisait plus. La dernière grande commande de Canadair remontait au début des années 90, soit bien plus de 15 ans auparavant. La chaîne de production avait également été arrêtée pendant plusieurs années avant l'annonce de sa relance en 2022. C'est vrai. Je me félicite de ne pas avoir attendu ces feux et d'avoir dès 2017-2018 pris les premières décisions. Dès juillet 2017, le ministre de l'Intérieur confirme le choix de remplacer les anciens trackers par 6 Dash. Cette décision n'était pas encore juridiquement formalisée puisque l'engagement d'acquisition sera signé en janvier 2018. La procédure avait toutefois commencé dès 2016 avec le lancement du marché. Dire que les premières décisions ont été prises en 2017 est donc correct dans le contexte de la décision politique sur les 6 Dash. L'affirmation est vraie. Je me félicite ensuite qu'on ait pu commander justement ces nouvelles capacités, y compris hélicoptères, qu'on ait changé notre organisation parce qu'on devait répondre au drame qui était advenu quelques mois plus tard avec nos trackers et des pilotes qui étaient tombés parce que ces trackers étaient trop vieux. Les trackers étaient effectivement très anciens, au point que le Sénat estimait leur remplacement devenu indispensable. Des pilotes sont aussi morts dans des accidents impliquant ces appareils. En revanche, les enquêtes ne disent pas qu'ils sont morts parce que les avions étaient trop vieux. Pour l'accident de 2005, la piste technique est écartée au profit du facteur humain. Et pour celui de 2019, l'enquête retient surtout une perte de contrôle, les turbulences, la fatigue ou encore la trajectoire. Donc oui, les trackers étaient vieillissants, mais faire de leur âge la cause directe de la mort des pilotes va trop loin. L'affirmation est trompeuse. Et donc on n'a jamais attendu. On a été là en avance, on a investi. Et vous savez, durant ces 10 dernières années, on a quasiment doublé le budget de la sécurité civile. Doublé. Pour comparer le même périmètre budgétaire, nous avons retenu les crédits de paiement du programme 161, intitulé Sécurité civile. Il s'élevait à environ 441,6 millions d'euros dans le projet de budget pour 2016, contre 882,7 millions d'euros pour 2026. En euros courants, le montant a donc presque exactement doublé. Cette comparaison ne corrige pas l'inflation et ne représente pas toutes les dépenses locales des services d'incendie et de secours. Mais sur le budget national concerné, le cœur de l'affirmation est correct. L'affirmation est vraie. Donc j'entends beaucoup de gens qui sont là à commenter, mais on n'a pas attendu. Ici même en 2022, vous vous en souvenez peut-être, on a décidé un pacte capacitaire et il a été respecté. Les crédits prévus dans le pacte capacitaire de 2022 ont bien été engagés. Plus d'une centaine de conventions ont été signées et plus de 1000 véhicules ou matériels ont été financés. Certaines livraisons peuvent encore s'étaler dans le temps, mais l'engagement financier annoncé a bien été respecté. L'affirmation est vraie. La nation a réinvesti, on a fait un Beauvau de la sécurité civile et on a décliné les choses. Et puis on a complètement changé notre organisation sous le pilotage du ministre, du directeur général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a d'abord redoté la nation. On a des SDIS aussi qui se dotent et qui empruntent durant les saisons. Ce qui fait qu'au moment où je vous parle, on a 67 aéronefs qui sont mobilisés en France. Les documents publics recensent plusieurs catégories d'appareils. La flotte nationale, les moyens loués, les appareils départementaux, les renforts européens et certains moyens expérimentaux. En les additionnant, on peut approcher le chiffre annoncé. Mais nous n'avons trouvé aucun état opérationnel daté permettant de confirmer que 67 appareils étaient réellement mobilisés au même moment et selon le même périmètre. L'affirmation est donc indéterminée. 67, c'est un record historique. Le chiffre de 67 aéronefs est bien supérieur à celui annoncé certaines années précédentes. Mais les comparaisons disponibles ne comptent pas toujours les mêmes appareils. Certains incluent les avions loués, les moyens départementaux ou les renforts étrangers, tandis que d'autres ne les comptent pas. Sans données historiques établies selon les mêmes critères, nous ne pouvons donc pas confirmer qu'il s'agit réellement d'un record. L'affirmation est indéterminée. C'est ce qu'on a, 38 en propre.
Les sources officielles ne permettent pas de retrouver clairement les 38 aéronefs annoncés. La sécurité civile recense 23 avions et 40 hélicoptères auxquels s'ajoutent 16 appareils loués pour l'été. Mais aucun document public n'explique quels appareils Macron compte exactement dans les 38 en propre. Faute de détails, nous ne pouvons ni confirmer ni contredire ce chiffre. L'affirmation est donc indéterminée. C'est ce qu'on loue pendant la saison et qu'on mobilise, ce qui est d'ailleurs exactement ce qu'il faut faire. Emmanuel Macron ne donne pas seulement ici une information sur les appareils loués. En affirmant que c'est exactement ce qu'il faut faire, il porte aussi un jugement sur la meilleure stratégie à adopter pour organiser la flotte aérienne. Faut-il acheter davantage d'appareils, en louer pendant les périodes à risque ou combiner les deux solutions? Il n'existe pas de réponse factuelle unique permettant de déclarer objectivement cette stratégie vraie ou fausse. Cette déclaration relève donc de l'opinion et reste hors calcul. Et ce qui est le fruit des travaux des dernières années. Il n'y a pas de rupture à cet égard. Le taux de disponibilité était de 90% en début de saison, il est de 70% et c'est... Des rapports publics donnent plusieurs taux de disponibilité pour les années précédentes, mais nous n'avons trouvé aucune donnée indépendante et précisément datée confirmant un passage de 90% au début de saison à 70% au moment de cette déclaration. Ces chiffres peuvent provenir d'informations opérationnelles internes, mais les sources publiques disponibles ne permettent pas de les vérifier. L'affirmation est donc indéterminée. C'est normal parce qu'on les fait contribuer au feu et on continue les innovations comme ce que vous avez vu avec la 400M pour justement épandre du retardant. La sécurité civile confirme qu'un A400M militaire a été équipé à titre expérimental d'un dispositif permettant de larguer du retardant. Après des essais concluants, l'appareil est effectivement intervenu sur les incendies de Gironde en juillet 2026. L'A400M pouvait larguer jusqu'à 20 tonnes de retardant en une seule rotation. L'affirmation est vraie. Puis à côté de ça, la France a été à l'initiative il y a plusieurs années, on n'a pas non plus attendu, d'un mécanisme de solidarité européen. Emmanuel Macron avait bien proposé en septembre 2017 la création d'une force européenne de protection civile mettant en commun des moyens de secours. Mais le mécanisme européen de protection civile existait déjà depuis 2001. Le projet Rescue a ensuite été proposé formellement par la Commission européenne en novembre 2017 pour renforcer ce mécanisme existant. La France a donc joué un rôle politique important dans son renforcement, mais elle n'est pas à l'origine du mécanisme européen dans son ensemble. L'affirmation est trompeuse. Et on l'active, et on a une douzaine de moyens qui viennent en plus là, et qui en fait nous permettent de compenser l'écart entre 70 et 90% de disponibilité de notre flotte. L'Union européenne confirme l'envoi en France de 7 avions et de 4 hélicoptères, soit 11 appareils supplémentaires. Ces moyens ont donc bien renforcé le dispositif français. En revanche, rien ne permet d'établir qu'ils compensent précisément un écart de 20 points de disponibilité. Les appareils n'ont pas tous les mêmes capacités ni les mêmes missions, et les taux de 90 et 70% ne sont pas détaillés dans un état opérationnel public permettant de reproduire ce calcul. Le renfort européen est réel, mais l'équivalence présentée n'est pas démontrée. L'affirmation est trompeuse. La clé de ce qu'on a fait derrière, c'est aussi réinvestir dans les femmes et les hommes. C'est tout ce qu'on a fait avec la sécurité civile. On a aujourd'hui 51 colonnes de feu. Le dispositif national annoncé par le ministère de l'Intérieur comprend bien 51 colonnes opérationnelles, représentant plusieurs milliers d'intervenants et des centaines de véhicules spécialisés. Le chiffre avancé est donc conforme aux données officielles. C'est vrai. Les femmes et les hommes qui se déploient. Et c'est parce qu'on a fait cet investissement pour notre sécurité civile qu'on l'a fait aussi côté militaire, avec une unité nouvelle d'ailleurs militaire qui a été décidée pas très loin d'ici, à Libourne. Une 4e unité militaire de la sécurité civile a bien été créée à Libourne. Le 4e régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile y a été inauguré en juillet 2025. Au lancement de la campagne 2026, il comptait déjà 232 sapeurs-sauveteurs opérationnels et déjà engagés à plusieurs reprises. L'information est donc vraie. Il y a quelques années, qui était un de nos choix aussi, pareil, on a anticipé qu'on a pu les déployer. Au moment où je vous parle, on a une vingtaine de ces colonnes qui sont ici sur le site. Dès le 26 juillet, plus de 20 colonnes avaient été envoyées vers les départements touchés, principalement en Gironde, où plusieurs milliers de pompiers étaient mobilisés. Emmanuel Macron parle d'une vingtaine de colonnes sur place. Cet ordre de grandeur est cohérent avec les moyens déployés. L'affirmation est vraie. Donc voilà, je pense qu'on a mis le maximum de moyens. Le terme maximum ne renvoie ici à aucun seuil objectif clairement défini. Il peut désigner tous les moyens immédiatement disponibles, tout ce qui aurait pu être mobilisé, le maximum budgétairement possible ou simplement les moyens considérés comme suffisants pour le gouvernement. En l'absence d'un critère permettant de déterminer objectivement ce maximum, cette déclaration constitue une appréciation politique. Elle relève donc de l'opinion et reste hors calcul. Il y a une mobilisation très forte de tout le monde sur le terrain et je veux vraiment ici les en remercier. Et vous savez, on fera tous les retours d'expérience et je m'en porte garant pour continuer de s'améliorer comme on l'a fait à chaque crise. Mais on a anticipé collectivement.
Plusieurs investissements cités par Emmanuel Macron sont bien réels. Nouveau Dash, hausse du budget, pacte capacitaire et unité de Libourne. Mais cela ne permet pas d'affirmer que l'État aurait toujours anticipé les crises. Le remplacement des trackers avait déjà été préparé dès 2016, avant sa présidence. Et le pacte capacitaire a été lancé après les incendies exceptionnels de 2022. En 2026, seuls 541 des 1083 engins prévus étaient en service. Un rapport de l'Assemblée nationale révèle aussi un déficit d'anticipation stratégique et une gestion parfois réactive. Les moyens ont bien été renforcés, mais l'idée d'une anticipation permanente est un peu trop avantageuse. L'affirmation centrale est trompeuse. Il y a eu un très gros travail qui a été fait, la nation a réinvesti dans tous les domaines civils, militaires. Mais au moment où on se parle, il faut qu'on soit unis et en action. Il y a des femmes et des hommes qui risquent tout pour protéger, qui se battent contre le feu. Tout ce qu'on doit faire, c'est les aider. Et donc moi, j'ai plein soutien à nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos militaires, nos bénévoles, tous ceux qui contribuent. Je veux remercier nos forestiers qui ont tout de suite été faire ces pare-feux de manière admirable, c'est une fois encore. Je veux remercier nos agriculteurs qui ont été là, qui ont amené des capacités, qui ont aidé. Il y a une chaîne humaine qui s'est faite. Et évidemment, remercier nos maires et tous les bénévoles. Et là, voilà, on est une seule équipe. On est tous groupés, on y va, on se bat pour gagner la bataille du feu. On est, je l'espère, en train de la gagner. En tout cas, on va tout faire. On anticipe chaque étape des prochaines heures pour continuer de protéger, continuer de sauver des vies, réduire au maximum évidemment ce qui peut advenir, accompagner les plus vulnérables et les plus fragiles et ensuite leur permettre de faire le suivi. Puis à côté de ça, il y aura le retour à la maison, il y aura les assurances qu'on active, la cellule de crise économique, l'accompagnement des commerçants, du secteur du tourisme, des agriculteurs et tout ça se fait en bon ordre. Et évidemment, on fera encore tout pour s'améliorer parce qu'on doit continuellement s'améliorer, évidemment. Le ministre de l'économie a évoqué 13 000 entreprises pour lesquelles l'activité a été arrêtée. Comment justement l'État prévoit de les aider? Est-ce qu'il y aura des fonds d'indemnisation pour leur permettre de surmonter cette épreuve? Oui, il y a une cellule de crise économique. D'abord, il y a une cellule ici animée localement par Madame la Préfète, sous l'autorité de Madame la Préfète, avec toutes les forces vives. Une cellule de crise économique avait bien été activée en Gironde le 24 juillet. Le CCI Bordeaux-Gironde et les organismes consulaires indiquaient coordonner leurs actions avec les services de l'État afin d'accompagner les entreprises touchées et de relayer leurs difficultés auprès des pouvoirs publics. L'existence d'un dispositif local de crise économique est donc confirmée. L'affirmation est vraie. Il y a une cellule nationale qui va se réunir tous les jours et évidemment, on va accompagner. Premièrement, il y a les entreprises qui sont bloquées dans leur activité parce que tout est arrêté, parce qu'elles n'ont plus de chaînes qui sont préservées, parce qu'elles ont dû déplacer des choses. Donc on va les accompagner, les entreprises et les travailleurs. Ensuite, il y a des entreprises qui ont parfois perdu des capacités de production. Celles-là, on va les accompagner avec les assureurs pour qu'elles puissent justement être indemnisées. Il y a ensuite le secteur, évidemment, touristique qui est impacté parce que lui, il a une perte de revenus. Et donc ça, il faut pouvoir l'intégrer. On l'avait fait malheureusement, je dirais en 2022, à la Teste, vous en souvenez peut-être. Et donc, on connaît le protocole, c'est ce qu'on va faire. Et puis, il y a le secteur de la sylviculture ou de l'agriculture, où là, il y a des impacts spécifiques, les uns à cause des feux, les autres aussi à cause de la sécheresse. C'est pour ça que le gouvernement est également mobilisé, sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, pour accompagner notre agriculture, qui est très fortement touchée par une sécheresse totalement inédite, et qui est en fait la cause première de ce qu'on vit. La sécheresse et les fortes chaleurs assèchent la végétation et aggravent considérablement le risque, la propagation et l'intensité des incendies. Elles constituent donc un facteur majeur de la situation. Mais le ministère rappelle aussi que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. La sécheresse explique surtout des conditions extrêmement favorables au développement des incendies, pas nécessairement leur déclenchement initial. La présenter comme la cause première de l'ensemble de ce que connaît la France confond donc l'origine des départs de feu avec les conditions qui favorisent leur propagation. L'affirmation est trompeuse. Président, tout à l'heure, on entendait dans les échanges la volonté de pouvoir mobiliser des moyens aériens nocturnes. Est-ce que vous pensez que ça pourra être fait dans les prochains jours? Et par ailleurs, des partis politiques, notamment Marine Tondelier, demandent des discussions avec les parlementaires à être mieux informés, éventuellement reçus. Est-ce que vous comptez vous entretenir avec les forces politiques françaises? Merci. Écoutez, d'abord, cette demande a été évoquée parce que justement je suis aussi là pour ça, apporter le soutien de la nation, venir encourager, venir écouter. Donc elle est remontée pour la première fois là. C'est aussi lié à une condition un peu particulière qu'on a vue ces derniers temps, c'est-à-dire une nuit très chaude où il n'y a pas de répit. Et où il n'y a pas non plus un peu de clémence qui est apportée durant la nuit. Et donc face à ça, il faut qu'on s'adapte. Et c'est ce que je vous disais, qu'on s'innove, qu'on s'améliore.
Les moyens aériens que nous avons déployés, notre doctrine d'intervention, aujourd'hui, ne permettent pas de le faire. Les principaux bombardiers d'eau français opèrent généralement de jour, notamment pour des raisons de visibilité et de sécurité. Mais les sources publiques ne permettent pas de reconstituer précisément la doctrine applicable à tous les avions, les hélicoptères, les moyens militaires et prestataires privés disponibles ce jour-là. La sécurité civile exige d'ailleurs de ces pilotes d'hélicoptères au moins 150 heures de vol de nuit. Cela ne prouve pas qu'ils pouvaient effectuer des largages nocturnes sur cet incendie, mais cela empêche aussi de conclure que tous les moyens aériens français étaient techniquement incapables d'opérer la nuit. Faute de documents opérationnels suffisamment précis, nous ne pouvons ni confirmer ni réfuter l'affirmation dans son ensemble. L'affirmation est indéterminée. Et donc on va regarder dans les prochaines heures deux choses, les capacités militaires éventuellement qu'on peut mobiliser et les capacités avec certains prestataires privés qu'on peut mobiliser. Et donc je ne peux pas, je dirais sur le siège, au moment même vous apporter une réponse, mais tout de suite le ministre, le directeur général et également les armées sont mobilisés pour apporter une réponse dans les meilleurs délais à cette demande et aussi aux spécificités de ce qu'on est en train de vivre. Vous savez, il faut avoir beaucoup d'humilité. Ce qu'on vit est très atypique. D'abord, au moment où on se parle, je le disais, je parle sous le contrôle du ministre, l'année dernière, on a eu 70 000 hectares de brûlés. C'est ça, Oui, en 2022. En 2022, pardon, qui était déjà le record des dernières années. 70 000 toute la saison des feux 2022. Les bilans officiels situaient la surface brûlée en 2022 autour de 70 000 à 72 000 hectares. Au moment où on se parle, on est à 116 000. Vous imaginez ? Donc, l'année 2026, elle est extraordinaire, elle est atypique, complètement. Emmanuel Macron parle également d'un record des dernières années, ce qui reste défendable même si certaines saisons beaucoup plus anciennes, notamment en 1989 et 1990, avaient légèrement dépassé ce bilan. L'affirmation est vraie. Et ça, sur un terreau qui est une extrême sécheresse. Extrême sécheresse ici, et sur toute une bande qui va au fond du littoral ouest jusqu'au nord-est, et puis dans toute la bande sud-est et en Corse. Et donc, il va falloir qu'on résiste, mais c'est ça, en fait, c'est une matière organique qui est là, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie qui a fait monter une végétation extrêmement abondante au printemps et au tout début d'été. Les sols étaient encore relativement humides au début du printemps, ce qui a pu favoriser localement le développement de végétation. Mais le bilan national ne correspond pas à un printemps globalement très pluvieux. Météo France classe le printemps 2026 parmi les 10 printemps les moins arrosés depuis 1959, avec un déficit de précipitation de 30%. Le mois de juin a ensuite connu un déficit proche de 50%. Le mécanisme d'une végétation qui pousse puis se dessèche peut donc exister localement, mais présenter le printemps et le début d'été comme une période de forte pluie donne une image sensiblement déformée de la situation générale. L'affirmation est trompeuse. Puis une forte vague de chaleur qui a beaucoup asséché cette matière et qui en a fait un combustible absolument terrible dès qu'il y a un début de feu. Donc face à ça, on a eu des événements qu'on ne connaissait pas. D'abord, on sait que cette forêt des Landes et de Gascogne est extrêmement dure à maîtriser. Parce qu'il y a de la tourbe, parce qu'il y a un phénomène qui est aussi lié au pin, qui, quand il y a du vent, est très tourbillonnant. Certaines parties de cette explication sont bien documentées. L'Office national des forêts indique que le pin maritime est particulièrement inflammable et combustible, et des zones tourbeuses existent bien dans les Landes de Gascogne. Mais l'ONF précise aussi que les tourbières sont rares à l'échelle régionale et parfois de surface très réduite. Nous n'avons pas trouvé de source permettant d'établir que la combinaison précise de la tourbe, des pins et d'un phénomène tourbillonnant constituait l'explication déterminante du comportement de cet incendie particulier. Les éléments disponibles ne permettent donc pas de trancher l'affirmation dans son ensemble. L'affirmation est indéterminée. On l'avait vécu en 2022. S'ajoute à ça cette extrême sécheresse. S'ajoute à ça également le fait qu'on a, à cause de tous ces phénomènes et du phénomène climatique, ces fameux pyrocumulonimbus qui apparaissent et donc qui sont des vraies boules de feu qui peuvent projeter beaucoup plus loin ce phénomène. Les pyrocumulonimbus sont des orages générés par des incendies extrêmement intenses. L'expression boule de feu utilisée par Emmanuel Macron est imagée, mais le phénomène qu'il décrit est bien réel. Ces systèmes peuvent provoquer des vents violents, transporter des braises enflammées sur de longues distances et déclencher de nouveaux foyers loin du front principal. La formulation n'est pas scientifique, mais le fond de l'affirmation est correct. L'affirmation est vraie. Donc voilà, on doit se préparer à tout ça, on y est et donc on va s'adapter. Ensuite, évidemment, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont à la disposition des forces politiques comme ils le sont à chaque fois. Et donc, je ne veux pas ici me prononcer à la place de Monsieur le Premier ministre, avec qui j'étais il y a quelques heures. On était ensemble à la CIC ce matin, puis en Conseil des ministres. Mais en fonction de l'évolution de la situation, évidemment,
mobilisera pour pouvoir informer les présidentes et présidents de groupes parlementaires, et donc le Premier ministre, en tant que de besoin, les réunira. Évidemment, la priorité est d'abord opérationnelle. Il faut qu'on arrive à gagner cette bataille, ici en particulier du feu, et qu'on soit mobilisé, et qu'on soit aussi en contact permanent avec nos maires sur le terrain. Monsieur le Président, vous avez parlé en préambule du feu des Landes, il est fixé, vous l'annoncez ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le front de cet incendie ? Écoutez, comme je le disais, la partie landaise est fixée, ce qui est une bonne nouvelle. La préfecture des Landes confirme le 27 juillet que l'incendie de Biscarrosse est désormais fixé. Sa progression est stoppée et aucun nouveau départ de feu n'est signalé. Cela ne signifie pas que l'incendie est éteint, puisque des reprises restent possibles et que les opérations de surveillance se poursuivent. Emmanuel Macron décrit donc correctement la situation dans les Landes. L'affirmation est vraie. Et vraiment, ici, c'est pour tout le monde une très bonne nouvelle et aussi un message rassurant pour les patriotes qui ont été déplacés et qui ont été touchés dans les Landes. C'est un front de ce feu, c'est pas la totalité. Ici, on sait que c'est plus difficile, il y a aussi des vents qui arrivent, ça a été très bien expliqué tout à l'heure. On a des conditions difficiles qui demeurent, donc le feu n'a pas gagné de terrain aujourd'hui. Donc les 24 dernières heures. Le point de situation de la préfecture de Gironde publié le 27 juillet à 14h indiquait déjà que le feu n'avait pas progressé pendant la nuit. Puis, à 22h30, la préfecture a confirmé encore plus précisément que le feu n'avait pas gagné de terrain pendant les dernières 24 heures. Malgré plusieurs reprises maîtrisées, la situation restait très imprévisible. Mais sur la période évoquée par Emmanuel Macron, la progression du feu avait bien été stoppée. L'affirmation est vraie. On voit bien que tout le travail qui a été fait par nos moyens aériens et par nos hommes et nos femmes sur le terrain, nos colonnes de feu qui ont vraiment contenu, a été efficace. Donc bravo à eux. Je crois qu'on a aussi amélioré les choses par les pare-feux qui ont été finalisés. Donc on est en bien meilleure situation qu'à 24 heures. Maintenant, je reste prudent, à la fois sur la partie sud et la partie est, pour plusieurs raisons. La chaleur va remonter. Le vent est là. Et donc il faut être humble. Donc je ne veux pas ici... Je voudrais donner plus d'espoir. Je pense que ce qui se passe dans les Landes est une première source d'espoir. Mais il faut rester très vigilant, il faut rester en soutien. Et donc on continue de mettre tous les moyens. On continue d'être là, on continue d'être mobilisés. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je veux ici redire vraiment mes remerciements au ministre de l'Intérieur, qui est évidemment aux avant-postes de cette crise sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre. Ils ont été ensemble avec leur cabinet extrêmement mobilisés ces derniers jours et je leur suis très reconnaissant, sous l'autorité du ministre, évidemment le directeur général qui est là avec nous, mais également l'ensemble des forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie. Remercier nos armées, nos soignants. Et puis avoir un mot de gratitude pour Madame la préfète de région et l'ensemble des services de l'État qui n'ont connu aucun répit depuis le début de ce feu. Et je suis très reconnaissant de tout le travail qui est fait. Et évidemment redire ici mon soutien à tous les élus du département, au président du département, à l'ensemble de leurs services. Et enfin à nos sapeurs-pompiers. Je vais ici redire notre soutien, notre reconnaissance, nos encouragements et notre affection. Parce que nous n'oublions pas nos deux sapeurs-pompiers et leurs familles. Merci à vous. Merci. Le fact-check est terminé. 39 affirmations analysées, dont 31 entrent dans le calcul. Il est maintenant temps de découvrir le fact-score final d'Emmanuel Macron. Après 39 affirmations analysées, 31 ont pu entrer dans le calcul. 23 sont vraies, 7 trompeuses et 1 est fausse. 6 affirmations restent indéterminées et 2 relèvent de l'opinion. Elles sont donc hors calcul. Emmanuel Macron obtient ainsi un fact score de 85%. C'est un score factuel élevé. La grande majorité des éléments vérifiables de son discours sont corrects. Mais il faut apporter une nuance importante, l'affirmation centrale du discours, selon laquelle l'État aurait toujours anticipé et n'aurait jamais attendu les crises pour renforcer ses moyens, est classée trompeuse. Les investissements et les renforcements sont bien réels, mais leur chronologie montre une réalité plus nuancée. Au final, 85% de score factuel avec une conclusion centrale qui présente le bilan de manière trop avantageuse. Et comme toujours, ce score évalue uniquement les affirmations factuelles, vérifiables de cette séquence, pas la personne, ni ses opinions. Next.